Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val-de-Loire et Centre Europe Direct. Notre sujet portera aujourd'hui sur les nouveaux défis européens en compagnie de monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour monsieur Giuliani. Bonjour. Exceptionnellement, cette émission sera présentée par votre serviteur. Je suis Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public à l'Université de Tours et vice-président de la Maison de l'Europe de Tours. Monsieur Giuliani, d'abord nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre émission mensuelle consacrée à l'Europe. D'ailleurs, votre journée sera assez dense puisque vous nous avez fait aussi l'honneur d'être le parrain de la promotion de nos étudiants de Master 2 juristes européens. Je le souligne car la Maison de l'Europe est également partenaire de la remise des diplômes de nos étudiants. Alors avant d'aborder les grands défis européens, encore faut-il peut-être les identifier. Nous entrons par ailleurs dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je l'ai indiqué à l'instant, monsieur Giuliani, vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Peut-être pourriez-vous nous présenter cette fondation que je connais bien à titre personnel, mais que nos auditeurs peut-être ne connaissent pas. Oui, bien sûr, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est un hommage fort modeste à tout ce que vous faites à l'université, à la faculté, à la Maison de l'Europe. Et je dois dire qu'Européen de cœur et de conviction, je suis très admiratif de tout le travail que vous effectuez et qui débouche pour vos étudiants et nos jeunes sur des perspectives très intéressantes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors la Fondation Robert Schuman, oui, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1991 par un groupe de personnalités du centre droit européen traditionnel, autour de M. Raymond Barre, de l'ancien ministre Jean-François Poncet, Michel Albert, René Monory, qui est devenu président du Sénat par la suite, et qui est à l'origine une fondation créée, structurée pour répondre à la demande des nouvelles démocraties des pays d'Europe orientale, qui se libéraient du totalitarisme communiste et qui souhaitaient intégrer à terme, bien sûr, à cette époque-là, l'Union européenne, la communauté européenne, et qui cherchaient des personnalités françaises capables de les accompagner. Nous avons beaucoup travaillé, même un peu avant la chute du rideau de fer, avec ces démocrates, Václav Havel, etc. Et ensuite, ces personnalités ont voulu passer le relais à une nouvelle génération que j'incarne, même si déjà je commence à avoir un certain âge, pour transformer cette fondation en ce qu'on appelle un think tank, un laboratoire d'idées, qui travaille sur les politiques européennes en essayant de les étudier, de les analyser, de faire des propositions pour les améliorer. Oui. Et donc avec un niveau académique que nous essayons de maintenir, ce qui n'est pas toujours le cas dans les débats publics sur l'Europe. Vous avez tout à fait raison, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Vous présidez la Fondation, je crois, depuis 2000. Oui, c'est beaucoup trop long, mais c'est parce que je fais ça à titre tout à fait bénévole et il faut trouver souvent de bonnes âmes pour pouvoir relayer à titre bénévole des actions qui prennent beaucoup de temps, plus d'un tiers de mon temps. Eh bien, on vous en remerciera. Alors, les défis européens, c'est une expression que l'on retrouve assez souvent dans le discours politique, dans le discours médiatique. D'ailleurs, la présidence française de l'Union européenne, qui va commencer au mois de janvier, nous l'avons indiqué, parle aussi parfois de défis. Comment peut-on les identifier ? Quels sont les défis que vous pourriez peut-être classer, répertorier? Est-ce que vous avez une méthodologie peut-être pour ce classement? Oui, ils sont de trois ordres à mon sens. Ils sont économiques, ils sont diplomatico-militaires et politiques. Et pour les décliner, je retiendrai bien le slogan de la présidence française de l'Union européenne qui va commencer le 1er janvier jusqu'au 30 juin. Et qui veut mettre en avant les impératifs de relance économique, de puissance de l'Union européenne et d'appartenance ou pas, de sentiment d'appartenance des citoyens à l'Union européenne. Trois problématiques qui recouvrent un peu économie, diplomatie et politique. Économie, on voit bien que d'abord la crise sanitaire a nécessité des mesures d'une ampleur exceptionnelle et qu'il faut réussir ce plan européen
de 750 milliards d'euros qui s'ajoute à 1250 milliards d'euros que la Banque centrale a mis à disposition de l'économie, et qui est donc un plan absolument massif, gigantesque, et qui utilise pour la première fois des méthodes tout à fait nouvelles. C'est-à-dire, pour la première fois, les Européens ont été rapides et solidaires. Rapides, on sait que c'est compliqué à 27. Cette fois-ci, grâce, c'est vrai, à un accord franco-allemand, on est allé très vite. Bon, même si le Conseil européen du mois de juillet 2020 a pris 4 jours et 4 nuits, c'est rien au regard de l'ampleur de ce qu'ils ont décidé. Et ce qu'ils ont décidé est tout à fait nouveau, puisqu'on a pour la première fois accepté de s'endetter en commun pour préparer l'avenir, pas pour payer les dettes du passé, bien sûr. Et donc ça, c'est complètement nouveau. Est-ce qu'on va continuer sur cette voie-là, notamment face aux défis du verdissement de l'économie, des défis environnementaux et les défis sociaux aussi, puisque la crise a créé beaucoup de dégâts sociaux. Nous nous retrouvons après la virgule musicale. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Bienvenue à la Maison de l'Europe de Tours et à RCF avec notre émission mensuelle consacrée à l'Europe. Nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Dominique Giuliani qui nous expose, qui nous présente les défis qui attendent l'Europe, qui nous attendent collectivement. Monsieur Giuliani, vous vous adossez sur le slogan de la présidence française, le défi de la relance économique, nous l'évoquions à l'instant et d'ailleurs j'aurais une question à vous poser, le défi de la puissance. Nous l'évoquerons tout à l'heure. Et aussi, ça c'est un défi très intéressant, je crois, à relever ou important, qui est le défi de l'appartenance. Alors, vous évoquiez la relance économique et le grand plan de relance où effectivement nous nous sommes endettés en commun et pour l'avenir, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, même si dans le même temps on retrouve les origines communautaires et de solidarité du projet Schuman, du projet communautaire initial. J'ai une question qui est à la fois d'actualité et peut-être provocatrice. Ne pensez-vous pas que le Brexit a largement contribué à mettre en place ce plan de relance et cette ambition commune? Est-ce que finalement le départ des Britanniques n'a pas facilité la tâche, notamment aux Français et aux Allemands et à tous les autres partenaires? Il facilite incontestablement la prise de décision. L'un des défauts, l'une des difficultés inhérentes à l'Union européenne et à ses institutions, c'est de ne pas être assez rapide dans un monde qui court de plus en plus vite, où il faut des réactions souvent dans les heures qui viennent, sinon l'ensemble de l'architecture financière peut être mise à mal. On se souvient qu'en 2008 déjà, au moment de la crise de Lehman Brothers, de la chute de cette banque, au moment ensuite de la crise des dettes publiques avec la Grèce, il avait fallu, déjà sous présidence française, en 2008, avec le président Sarkozy, il avait fallu des réponses très rapides, parfois en dehors des clous européens. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur des institutions européennes, donc ce qui prouve quand même qu'on a appris de la crise, et ça pose toute une série de problèmes pour l'avenir, le problème de la gouvernance économique, de la politique monétaire, de la politique budgétaire. Vous savez, on sait que on avait décidé de ne pas s'endetter au-delà de 60% du produit intérieur brut, de limiter les déficits. Est-ce qu'on va continuer de la même manière, ou est-ce qu'on va trouver quelque chose de peut-être plus calibré sur les nouveaux enjeux qui sont environnementaux et sociaux. Et environnementaux parce que, incontestablement, le verdissement de l'économie va coûter très cher, donc il va falloir emprunter pour transformer l'économie, et sociaux parce que dans la crise, on a vu réapparaître quelque chose qui en Europe avait peu à peu disparu, ce sont les inégalités en réalité. Et la crise a frappé plus fortement les plus vulnérables que les autres. Et donc là, il y a quelque chose à faire. Alors, dernier point très important, c'est aussi dans ces politiques très diplomatiques au niveau européen, on ne parlait pas souvent de la jeunesse. Or là, le plan européen, c'est le plan pour la nouvelle génération. Il s'appelle en anglais Next Generation, c'est-à-dire un plan pour la nouvelle génération. Je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Et qu'il faut absolument continuer en ce sens. Ça veut dire qu'il faut réinventer une gouvernance différente. C'est tout à fait cela. Il y a une projection, effectivement, et un pari
ou un défi, en direction de la jeunesse. Et donc l'Europe est projetée. J'ai peut-être une question toujours en lien avec les propos que vous venez de tenir. Vous connaissez cette expression qui revient très souvent. D'ailleurs, ce sont les détracteurs de l'Union européenne qui l'emploient. Et qui consiste à dire que l'Europe politique n'est pas faite. Alors, je suis toujours un petit peu circonspect avec cette expression. Si l'expression Europe politique renvoie à des questions de défense ou de diplomatie, bon, peut-être que là, il y a un sujet. Mais si on prend l'expression l'Europe politique, moi j'ai le sentiment que c'est tout l'inverse. L'Europe politique est faite et bien faite et réalisée. Tout n'est que politique. Au fond, tous les accords que l'on va obtenir dans le cadre des institutions, dans le cadre de la Banque centrale, bon, par ailleurs, même si elle est totalement indépendante, mais ne relèvent que d'accords politiques. Les 4 jours de réunion du Conseil européen, c'est de la politique. Alors, est-ce que l'Europe politique, elle est faite ou elle n'est pas faite ? L'Europe politique, elle est déjà politique, vous avez raison, mais on sent que les États membres, surtout la France d'ailleurs, hésitent, j'allais dire, à franchir le seuil de l'Europe politique et à l'assumer. En réalité, parce que on est mal à l'aise avec ça, parce qu'en France, on a un État qui a préexisté en quelque sorte à la nation et au peuple, ce qui est unique en Europe, n'est-ce pas ? En Italie, les cités italiennes, en Allemagne, les régions et les royaumes allemands existaient avant l'État. Et nous, toute la nation, depuis 1000 ans pratiquement, se construit de manière contrainte et forcée à partir de l'État. On voit bien d'ailleurs que ça a des limites, n'est-ce pas, puisqu'on entend beaucoup de gens, y compris au plus haut sommet de l'État, qui réclament une décentralisation. Et je sens que les citoyens français sont aussi favorables à une sorte de régime un peu différent, introduit par l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas construite autour d'États, même si elle les respecte dans leur forme, mais c'est plutôt un pouvoir déconcentré, décentralisé, et ça, c'est aussi des réflexions très intéressantes dans le cadre de la relance économique, dans le cadre du développement de la politique. Aujourd'hui, les Français rêvent d'une puissance européenne, mais en réalité, comment vous dire, en France, je pense que on reproche à l'Europe ce qu'on lui interdit. C'est-à-dire, on lui reproche de ne pas être puissante, mais si on dit demain que l'armée française devient l'armée européenne, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Ce sont les grands paradoxes français, d'ailleurs. Et je crois en effet qu'il y a bien une culture politique française qui a du mal à s'acclimater avec cette culture politique européenne qui repose sur des mécanismes bien différents. Toujours dans le même registre de la relance économique, vous évoquiez la question sociale, émerge l'idée d'un SMIC européen, d'un salaire minimum européen. Quel est votre sentiment ? Oui, ce ne sera pas le même salaire partout, puisque les niveaux de développement sont différents. L'idée de la présidence française et d'un texte qui est en discussion au sein des institutions européennes, c'est quand même d'essayer d'harmoniser les conditions de rémunération des employés, du personnel en Europe. Et ça, il y a un modèle européen qui se veut à la fois protecteur sur le plan social, le plus égalitaire qui soit au monde, et ça passe par des règles de rémunération qui soient harmonisées à défaut d'être identiques. Et ça, je crois que sous présidence française, pendant les 6 mois qui viennent, on a une chance d'y arriver. Ce serait un grand progrès qui permettrait aux citoyens de mieux toucher du doigt que l'Europe s'est fait pour eux, à leur profit. L'Europe s'est fait pour eux, c'est à leur profit. Et c'est vrai que cette dimension sociale, et c'est souvent le reproche qui est fait à l'Union européenne, n'est pas suffisamment valorisée, n'est pas suffisamment mise en avant. Les traités et les textes juridiques ne peuvent pas tout permettre, et c'est vrai que l'échelon politique et la présidence française, de ce point de vue-là, auront sans doute leur carte à jouer. On se retrouve après la deuxième virgule. Chaque samedi, dans Contre-courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est tous les samedis à 15h sur RCF et à tout moment en podcast sur l'application RCF. Ce dimanche, vos oreilles vont vous faire remonter dans le temps. Dans Trait d'Histoire,
Éric Godaillé vous propose de revivre les grands moments historiques en immersion totale grâce à des illustrations sonores et des chansons d'époque. Trait d'histoire, c'est ce dimanche à 15h. RCF, l'Europe en 43 minutes. De retour à notre émission de la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire et Europe Direct. Notre invité d'aujourd'hui est monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Et j'inviterai, si je puis me permettre, nos auditeurs à consulter régulièrement ce site qui est d'un très haut niveau académique, ça a été évoqué au départ, et qui est d'une actualité permanente, puisque pratiquement tous les jours, nous avons des nouvelles entrées, des nouveaux documents à notre disposition et des archives absolument passionnantes à étudier. Alors, monsieur Giuliani, en vous appuyant sur le slogan de la présidence française, vous avez identifié 3 pistes, la relance, la puissance et l'appartenance. Nous pourrions peut-être aborder maintenant le deuxième thème, ce deuxième slogan de ce triptyque très républicain finalement, le défi de la puissance. Comment peut-on parler de la puissance européenne? Est-ce que cela a une signification? Le président Macron a évoqué la notion de souveraineté européenne. Les juristes sont peut-être un petit peu réservés sur cette expression. C'est quoi pour vous la puissance européenne? Eh ben, c'est une très bonne question qu'il faut poser au bon niveau, comme vous le faites. C'est-à-dire, qu'est-ce que la puissance aujourd'hui sur la planète? On voit bien que les guerres ne se gagnent plus. Même la première puissance militaire du monde ne gagne plus de guerre, en Afghanistan, en Irak ou ailleurs. Donc la puissance, c'est manifestement quelque chose de nouveau qui est à la fois qui tient à la fois de l'influence des valeurs, l'influence du modèle, l'influence de la culture, qui tient aussi à la volonté de ne pas se faire imposer une politique ou des décisions de l'extérieur. Je dis ça parce que, par exemple, le modèle chinois, qui est un modèle non pas d'expansion territoriale, mais qui est un modèle, j'allais dire quasi impérial, dans lequel les voisins doivent payer tribut à l'empereur et donc faire ce qu'ils souhaitent pour son commerce, pour sa culture, pour sa littérature, pour sa politique. Et entre cette formule-là et le gros bâton américain, en réalité, où on a une armée surdimensionnée, et on essaie d'imposer la monnaie, la politique, etc., on voit bien qu'il y a un espace très grand pour une puissance moderne, modernisée, qui tient à la fois de la culture, de l'influence, des valeurs, on pourra en parler longuement, parce que les traités, la charte des droits fondamentaux, c'est un acquis extraordinaire pour les citoyens dans le monde entier, hein, et l'Europe donne un modèle, mais en même temps, on a besoin d'être crédible. Et d'être crédible, ça veut dire quand même d'avoir des moyens de défense, des moyens militaires, des règles d'autonomie de décision. C'est ça que le président Macron pousse, je crois, c'est ce concept d'autonomie stratégique qui veut qu'une Europe plus souveraine, qui ne se fasse pas imposer par d'autres des décisions à son détriment ou au détriment de ses concitoyens. Donc pour ça, il faut quand même être crédible sur le plan militaire et diplomatique, et donc être crédible pour éviter la guerre, en réalité. C'est ça. Hein, c'est comme le dit le chef d'état-major des armées françaises, le nouveau, le général Burkhardt, qui a extrêmement bien théorisé cela, c'est gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire ne pas la faire. Alors, c'est très difficile parce que nous, Français, on a une tradition militaire, et on connaît ça dans la région, par exemple, ici, qui est très ancienne, même si nos militaires sont parmi les plus éthiques de la planète, mais c'est pas le cas de nos partenaires parce que ils ont soit une histoire tragique, les Allemands, etc., qui est très difficile à surmonter, bien sûr. soit ils n'ont pas de tradition militaire, ils ont toujours été le jouet des uns ou des autres, et ça a été encore plus tragique d'ailleurs. Bon. Et donc c'est très difficile parce qu'il faut convaincre, et il faut que la France aussi s'adapte à ses partenaires, c'est encore peut-être plus difficile. Nous devons à la fois être solides, on a en France une armée crédible, on a la dissuasion nucléaire, etc., on en est très fiers.
mais il faut partager cela, partager. Et ça c'est difficile. Et c'est vrai que le départ des Britanniques sur ce point, finalement, ne facilite pas la chose, car au fond, lorsque les Britanniques appartenaient à l'Union européenne, nous avions 2 puissances nucléaires dans l'Union européenne, mais il est vrai aussi avec des dissensions importantes sur les stratégies militaires Si vous voulez, entre la France et le Royaume-Uni. Et avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour les Britanniques, c'était des empêcheurs de tourner en rond. Oui. Car ils ont choisi une fois pour toutes d'être les alliés Les Américains. Minoritaires des Américains, et la France a choisi une voie plus indépendante et à mon avis plus conforme aux intérêts européens d'ailleurs. Oui. Donc non, leur départ sur le plan de la défense est une bonne nouvelle. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Oui, on peut discuter sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, parce qu'ils siègent aussi au Conseil de sécurité, une puissance nucléaire, comme vous le disiez. Mais pour avancer dans la défense européenne, le départ des Britanniques facilite plutôt la tâche, d'accord. La notion de puissance, vous me direz si je me trompe dans votre analyse, je crois que vous lui donnez une dimension polysémique. Il y a l'appréhension de la puissance, je dirais, immédiatement perceptible sur le plan militaire et diplomatique, ça je crois que c'est tout à fait entendu, mais ce que vous évoquiez en commençant il y a quelques instants, vous parliez aussi de la puissance symbolique d'une certaine façon, vous parliez de la culture, vous parliez des valeurs, on en rediscutera tout à l'heure. Là aussi, il y a un enjeu important à jouer pour l'Union européenne. Donc cette notion de puissance, en réalité, se décline. Et être puissant, n'est-ce pas aussi être en capacité, c'est ce qui va se produire d'ailleurs avec les projets de réglementation en matière du numérique, pour lutter, disons, contrôler, organiser les grands groupes américains, les GAFAM, pour ne pas les nommer, ça fait aussi partie de cet arsenal juridique, cette fois-ci, lié à la puissance de l'Europe, c'est-à-dire être capable de contenir. Entre le hard power, c'est-à-dire le pouvoir de la force, et le soft power, le pouvoir de l'influence, il y a certainement une troisième voie que Hillary Clinton avait qualifié de smart power. Smart power. Ça, c'est un pouvoir intelligent, une influence intelligente, et je crois que ça correspond bien à cette Europe qui, de ce point de vue-là, si vous me permettez une audace comparative, finalement, est très féminine. L'Europe, c'est une femme dans un monde de testostérone un peu impotent en réalité. Et on voit bien que la puissance brutale, ne suffit pas. Très belle métaphore qui nous renvoie à notre antiquité grecque initiale. On se retrouve après la 3e pause. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Nous nous retrouvons avec notre émission mensuelle consacrée à l'Europe, Maison de l'Europe de Tours, Europe Direct, avec notre invité, monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Le slogan, nous l'avons évoqué tout à l'heure, de la présidence française est la relance, la puissance. Il y a un 3e volet à ce triptyque, qui est l'appartenance. Cela veut dire quoi, l'appartenance? Est-ce que c'est un défi à relever ? Probablement. C'est quoi le sentiment d'appartenance? Comment, autour de quoi on appartient et à quoi? Ce sont les questions que j'aimerais bien vous poser, monsieur Giuliani. C'est quoi l'appartenance? L'appartenance, c'est d'abord la fierté de se sentir membre d'une communauté. Alors, nous avons construit nos États sur la base nationale. Les grands théoriciens, les grands commentateurs comme Ernest Renan ont expliqué que la nation, c'était le vouloir vivre collectif, ni une race, ni une religion, ni une ethnie, mais une sorte de projet commun, une âme, disait-il, dans laquelle on se retrouve naturellement. La traduction aujourd'hui, elle est à tous les niveaux. Elle est bien sûr intellectuelle, mais elle est aussi populaire, n'est-ce pas? Les équipes de foot ou de rugby. Bon, et donc ça, c'est un modèle finalement assez récent dans l'histoire, mais bien partagé. Et donc ça, c'est le sentiment d'appartenance. Ernest Renan ajoutait en 1882, la nation n'est pas éternelle. Peut-être un jour la Fédération européenne la remplacera, mais pas en ce siècle-là, c'était en 1882. Je crois que c'est une question qu'on est en train de se poser, même si je prends beaucoup de risques en disant ça. En réalité, nos gouvernants, l'espace national ne suffit plus
pour répondre aux demandes des citoyens, que ce soit en termes de participation ou en termes de résultats. On n'arrive pas à répondre aux demandes des citoyens. Or, depuis Max Weber, on sait quand même que il y a une interaction entre le citoyen et le gouvernant qui doit être permanente et qui est systémique. Bon. Et donc, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que de plus en plus souvent, quand il y a un vrai problème de gouvernement, eh bien, les Européens s'assemblent autour de la table pour essayer de trouver une solution commune. Non pas par la méthode Coué, mais on l'a vu avec les vaccins. Oui. On nous a au début, les commentateurs un peu rapides, ce qui n'est pas le cas chez RCF, donc on a le temps d'en parler. On dit, ben voilà, une fois de plus, l'Europe est pas là, elle fait rien. Et puis, un an après, l'Europe est le premier producteur de vaccins du monde. Nous sommes ceux qui ont le plus aidé les pays pauvres. On en a donné plus d'1 milliard de doses. Et donc, on n'a plus un problème de vaccin parce qu'on s'y est mis ensemble. Oui, et je crois que ça va se multiplier. Oui. Le problème, c'est que on vote encore sur le plan national. Oui. Les élections sont encore organisées sur le plan national. Et donc, il n'y a pas cette transmission avec le citoyen qui voit l'Europe d'une manière compliquée, une démocratie à 2 niveaux, et qui ne se sent pas appartenir à l'Europe. Alors, toutes choses égales par ailleurs, parce que les citoyens sont informés. Quand on leur pose la question, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Et on le voit en France, les extrêmes de gauche ou de droite ne veulent plus sortir de l'Europe parce que les citoyens ne veulent plus. Oui. Voilà. Non. Donc on a quand même le sentiment d'appartenance, mais on n'a pas encore cette fierté d'appartenance qui fait l'adhésion à un projet collectif. Oui, c'est ça, la fierté d'appartenance. Et je crois que c'est Ernest Renan, toujours dans son petit ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui expliquait que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Je crois que c'est de lui qu'on doit cette formule. Et Paul Valéry expliquait aussi que nous autres nations savons que nous sommes civilisations, savons que nous sommes mortels. Et évidemment, le sujet est immense. Nous allons revenir sur la question de l'appartenance et ce qui permet d'agréger notamment la question des valeurs après la pause musicale. The grass was greener years ago. I swear it used to grow here, but no more here. Tell me why on this hill all the birds they used to come to fly here come to die here. And tell me why I need to know. Sometimes I wish I didn't have to know. Always show me. Hey world, what you say? Should've stuck around for another day or two. Don't give up on me, I won't give up on you. Just believe in me like I believe in you. Tell me why on the corner all the kids that used to come to run here load their guns here. And tell me why it's okay to kill in the name of the gods we pray. Tell me who said it's okay to die in the name of the lies we say. Tell me why there's child soldiers. Tell me why they close the borders. Tell me how to fight disease. And tell me now, won't you please? The only thing I want to do is to be in the arms of someone who believes in me like I believe in you. And I say, hey world, what you say? Should've stuck around for another day. Hey world, what you say? Should've stuck around for another day. Hey world, what you say? Should've stuck around for another day.
L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. La Maison de l'Europe de Tours, Centre Europe Direct, avec notre invité d'aujourd'hui, monsieur Jean-Dominique Giuliani, de la Fondation Robert Schuman. Nous évoquions la question de l'appartenance, qui est sans doute une notion complexe. Vous faisiez un petit détour par Ernest Renan au sujet de la nation, et peut-être du dépassement du cadre national, avec des exemples d'ailleurs tout à fait pertinents. Mais je crois aussi que ce sentiment d'appartenance ne se fait pas dans le vide. On appartient à quelque chose, on appartient sans doute aussi à des valeurs, ce qui me permet peut-être d'évoquer avec vous les valeurs de l'Union européenne. Vous les identifiez comment? Quelles sont-elles pour vous? Est-ce qu'elles sont suffisamment parlantes, évocatrices selon vous aussi? C'est peut-être une question importante pour les concitoyens. Je crois que on ignore que les traités européens, et notamment l'article 2 du traité de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union des citoyens, qui a été rédigée principalement sous influence française d'ailleurs, sont en matière de droits individuels et collectifs ce qu'on fait de mieux aujourd'hui sur la planète. Et je mesure mes mots, c'est-à-dire la conception des droits individuels et collectifs pour les Européens tourne autour de la personne humaine. C'est un héritage qu'on a reçu de l'Église catholique, il faut le revendiquer. Et la Charte des droits fondamentaux décline en quelque sorte toutes les précautions ou les qualités qu'on reconnaît à la personne humaine, c'est-à-dire la nécessité de préserver sa liberté, sa dignité, ses droits, etc., etc. On retrouve ça dans l'article 2 du traité d'Union européenne, qui donne une définition très large de l'état de droit, des non-discriminations, de la liberté, de la solidarité aussi, et tout ça constitue un modèle européen très spécifique auquel, à mon avis, tous les êtres humains veulent un jour ou l'autre adhérer. On voit bien que les Chinois, qui sont d'une autre culture, finalement, la liberté, c'est pas seulement collectif. Pour eux, comme le confucianisme voudrait leur faire croire, voire le Parti communiste chinois, c'est aussi une liberté individuelle, la capacité de pouvoir progresser, de pouvoir croire, de pouvoir changer même de religion ou de conviction. Ça, c'est du personnalisme, si je puis dire, quelque chose que dans cette radio on doit vraiment comprendre, peut-être mieux qu'ailleurs. Et ce sont les valeurs européennes. Alors on a, y compris en interne, des problèmes pour faire respecter ces valeurs. En tout cas, on voit bien que les nouvelles démocraties de l'Est ont des difficultés parce qu'elles sortent du totalitarisme, qu'il leur faut du temps, qu'il faut une sédimentation d'expérience. Nous-mêmes, Français, n'avons pas été exemplaires dans le passé. Il faut donc une sédimentation pour apprendre à composer cette architecture de valeurs autour de la personne, qui est finalement très exigeante, mais qui aussi représente vraiment cette lumière des valeurs qui brille sur la planète. Ni un Américain, ni un Chinois ne sont spontanément, comme un Européen, attaché à la personne, à ses droits individuels, collectifs, mais aussi à sa responsabilité et à son implication dans une communauté qui peut être la famille, qui peut être la commune, la région, la nation ou l'Europe. Oui, je partage tout à fait votre point de vue. Et d'ailleurs, sur un plan juridique, mais vous avez raison de rappeler l'article 2, bien sûr, du traité sur l'Union européenne et notre charte des droits fondamentaux. Alors, d'un point de vue très quantitatif, le quantitatif n'est pas un critère de droit. Mais tout de même, nous avons 54 articles dans notre charte des droits fondamentaux. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est 17. Et que si on regarde les articles principaux de la Convention européenne des droits de l'homme, ceux qui sont vraiment porteurs de droits, c'est 14 articles. Donc on a quand même le texte le plus important, quantitativement, mais qui, en plus, qualitativement, vous l'avez dit, combine des éléments de droits individuels, de liberté individuelle, mais des droits collectifs, des droits politiques.
Alors, justement, est-ce que vous ne pensez pas, dans cette perspective, et vous parliez d'un phare qui brille, je crois, il y a quelques instants, au sujet des valeurs de l'Union européenne, que précisément l'Union européenne n'est pas en train de, non pas de changer de cap, bien sûr que non, mais qu'elle évolue. C'est-à-dire que nous avons eu l'Europe économique, et est-ce que l'Europe n'est pas justement en train de bâtir ses propres valeurs, et comment d'ailleurs? Et est-ce que ça ne constitue pas le projet à venir de l'Union européenne, à votre avis? Oui, c'est le projet à venir, mais il n'est pas stabilisé, n'est-ce pas? Il y a encore d'abord des différences entre les États membres, et même au sein des États membres des hésitations. On le voit avec ce mouvement qu'on appelle le wokisme, oui, et qui fait que on n'a pas de racines, oui, que on doit revisiter l'histoire, oui, et que tout se vaut. Oui. Et moi, je crois que tout ne se vaut pas. Je crois qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à d'autres. Je parlais de la personne humaine. Vous évoquiez la charte. Pourquoi est-elle si importante en volume? C'est parce qu'on apprend de l'histoire aussi, parce que l'Union européenne est une construction inachevée en permanence. Par exemple, dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais on retrouve ça dans la charte, le travail des enfants est interdit, ou le travail forcé. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en 2021? Oui, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des déportés qui étaient des déportés pour travailler, des esclaves en quelque sorte, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, les droits numériques des personnes sont évoqués dans la charte d'une manière extrêmement moderne, et c'est pas du tout dans la Constitution américaine. C'est juste. Donc voilà, donc on apprend en marchant, et on hésite encore. On vient de voir 2-3 événements regrettables au niveau européen, comme on a dans nos États, où de temps en temps, il faut plus prononcer certains mots parce que ils choqueraient les. Bon, voilà, tout ça, on se cherche encore. L'Europe est sans doute une adolescente, c'est pour ça, elle se cherche. Dernière pause musicale. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous nous retrouvons avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre Europe Direct, avec notre invité d'aujourd'hui, monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Nous arrivons au terme de notre émission, mais j'ai peut-être une question à lui poser. Nous abordions à l'instant, au fond, la modernité de l'Union européenne. Nous évoquions cette idée qu'elle continue de se projeter, en particulier autour de ses valeurs constitutives, valeurs qui ne viennent pas de nulle part, bien entendu. Vous évoquiez les valeurs du christianisme, on pourrait évoquer aussi les valeurs peut-être du paganisme humaniste de l'Antiquité grecque. Là aussi, il y a des éléments extrêmement intéressants, je crois, à aller rechercher pour comprendre qui nous sommes culturellement. Mais alors, je me pose une question, voyez-vous, est-ce que la déclaration Schuman de 1950, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle vient faire, mais qui est sacralisé, qui est le saint texte, en quelque sorte fondateur de notre Europe communautaire que l'on célèbre tous les 9 mai, est-il encore d'actualité en définitive? Parce que au tout départ, tout de même, cette déclaration Schuman va permettre la mise en place de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'existe plus. Elle intervient dans un temps historique extrêmement important. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est une idée que m'avait glissée la présidente de la Maison de l'Europe de Tours, Madame Christine Bousquet, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer par ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions peut-être substituer notre charte des droits fondamentaux à la déclaration Schuman pour célébrer une nouvelle fête de l'Europe? Pourquoi pas? Mais derrière votre question, il y a un doute chez les pro-européens sur ce qu'on a appelé la théorie fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, Jean Monnet, l'inspirateur, Robert Schuman, l'acteur, ont estimé que 5 ans après l'arrêt des combats, on ne pouvait pas dire on va créer une confédération, partager nos polices, notre armée, etc., parce que sinon on continuait la guerre, en fait. Et donc ils ont inventé cette formule de faire l'Europe à l'envers, parce qu'à l'endroit, c'était la guerre. Et donc, est-ce que ça reste valable? Pour moi, oui. Parce que il faut faire très attention aux sentiments identitaires que les citoyens partagent. Vous voyez très bien dans le champ politique combien cette quête identitaire est instrumentalisée. Et donc, il faut respecter l'identité
y compris les identités nationales, régionales, et plutôt conduire, je dirais, prendre par la main les citoyens pour qu'ils choisissent librement de coopérer et de construire une Europe plus politique. Et j'ai entendu ces doutes, y compris dans la bouche de personnalités comme Pascal Lamy, etc., dont le sentiment européen n'est pas contesté. Ils disent, finalement, les pères fondateurs, ils n'auraient pas dû faire comme ça. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore le cas. Oui. Malheureusement, moi, ça ne me gênerait pas. Regardez, quand on a fait la Constitution, le projet de Constitution européenne, combien sont remontés à la surface toute une série d'angoisses et d'inquiétudes identitaires, qui étaient d'ailleurs injustes, mais qui ont triomphé. Oui, et il ne faut pas oublier effectivement d'où vient cette Europe communautaire, cette Union européenne. En réalité, elle est à hauteur de 2 générations d'hommes. C'est quand même quelque chose de très très récent, ou 3 peut-être, si on considère qu'une génération c'est 20 ans. Et il ne faut sans doute pas oublier effectivement le contexte franco-allemand en particulier. Et cette déclaration Schuman, de ce point de vue-là, enfin en tout cas à titre personnel, je crois, continue d'avoir évidemment toute sa pertinence. Peut-être avant de terminer dans quelques minutes notre émission, les déclarations récentes du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, qui rêve d'une Europe fédérale. Je pense que vous avez lu sa déclaration très incisive en disant qu'il faut refonder l'Europe et peut-être dans une logique fédérale. Ça ne gêne pas la fédération européenne, évidemment. Les Allemands sont des fédéralistes. Ça vous inspire quel commentaire ? Oui, ça m'inspire un commentaire. C'est vraiment la différence, la nuance entre la France et l'Allemagne. Nous avons un État qui existe, qui préexiste à toute la construction politique. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Et en plus, le drame du nazisme, qui est un véritable drame, il y a très peu de pays au monde qui ont procédé à des génocides de cette nature, fait que c'est à travers l'Europe qu'ils trouvent leur rédemption. C'est tout à fait ça. Et donc, je crois que ce n'est pas notre cas. Oui. La France a une identité et elle voyait davantage la construction européenne comme un levier pour sa propre puissance. C'était le mot du général de Gaulle d'ailleurs. Et donc, voilà, donc cette différence fait que les Allemands, nos partenaires allemands, n'ont pas de difficulté avec la construction sur le papier, la construction fédérale. Ceci dit, quand on se met à réaliser des choses concrètes, les difficultés sont les mêmes des deux côtés du Rhin. Monsieur Giuliani, nous allons arriver au terme de notre émission. Je crois que vous avez 2 actualités, une application et un ouvrage. Oui, absolument. Nous avons une application que Robert Schuman, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et dans tous les formats. Elle est gratuite et elle reprend toutes nos publications et nos actualités. Nous avons chaque semaine une petite étude d'une dizaine de pages sur des sujets précis. Et puis moi-même, j'ai éprouvé le besoin de m'adresser à mes concitoyens dans cette période préélectorale où on va avoir des débats publics, sans bien sûr entrer dans les élections, et où je viens de publier un petit ouvrage qui s'appelle « Européens sans complexe ». Je n'éprouve aucun complexe dans mes sentiments européens, aucune frustration, mais c'est pas toujours le cas de mes concitoyens. Donc je me lâche un peu pour leur dire comment je le vois. C'est chez quel éditeur ? Ligne de repère, des éditions Maribé. Merci. À bientôt.